Au nom de toute notre équipe, j'aimerais juste dire un grand remercie à nos deux présentateurs aujourd'hui. On a très hâte de vous écouter. On a le professeur Williams-Jones, qui est directeur des programmes de bioéthique et professeur titulaire au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et aussi Antoine Boudreau, qui est doctorant en bioéthique dans le laboratoire de prof William Jones et boursier Ivado. Donc, félicitations Antoine pour votre bourse. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Prof. William Jones. On aura une période de questions à la toute fin. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français, soit via le chat ou en levant vos mains, puis on pourrait poser les questions de vive voix. Donc, merci à tous et une bonne conférence. Gabriel, tu ne voulais pas démarrer? Je pensais que oui. Mais écoute, je peux quand même aller de l'avant avec cette présentation-là, en fait. Mais bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Bryn Williams-Jones et Antoine Boudreau-Labrun d'avoir accepté l'invitation pour venir discuter aujourd'hui au Café scientifique Ivado. Bryn Williams-Jones, l'homme qui a plus de titres que Daenerys Targaryen dans Game of Thrones, mais il les campe tous à merveille. Monsieur Williams-Jones est professeur de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, tel que mentionné précédemment, responsable des programmes de bioéthique et maintenant directeur du département de médecine sociale et préventive de l'UDM, également co-responsable à l'axe éthique, gouvernance et démocratie de l'OBIA, au moins Antoine, on a l'occasion de le côtoyer régulièrement, et finalement éditeur en chef de la Revue canadienne de bioéthique. Donc on se demande quand est-ce qu'il dort, Bryn, mais bon, ça lui appartient. Aujourd'hui, il nous invite à faire une visite guidée dans sa tête, car c'est en tant que directeur scientifique de Lab Bioethics qu'il vient nous parler. Et comme Lab Bioethics n'a pas d'emplacement physique, ça prend la clé spéciale du cerveau de Bryn pour y accéder. Fait que d'entrée de jeu, je vais demander à professeur Williams-Jones d'expliquer à l'audience, peut-être moins initiée, qu'est-ce que c'est la bioéthique et question piège follow-up directement. Pourquoi est-ce que c'est d'intérêt pour la communauté vraiment très computer-oriented d'Ivado? Allez-y, Bryn, take it away. Merci, Gab. Donc, en toute déclaration, je supervise la maîtrise de Gabriel et le PhD d'Antoine. Je suis un passionné par les transferts de connaissances. Donc, tu dis, OK, oui, on comprend l'idée, mais c'est quoi le lien avec la bioéthique? La bioéthique en tant que domaine a ses origines dans l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et c'est surtout, il prend son envol dans les années 70 où les médecins sont confrontés par les questions de vie et de mort et appellent de l'aide de la part des philosophes, des sociologues, des théologiens. Aidez-nous à réfléchir sur ces dilemmes de société. On fait quoi quand il y a une machine à dialyse et 10 personnes sur la liste d'attente? The God Committee. C'est des gens qui décidaient la vie et la mort. Aussi, associé avec ça, c'est toute une réflexion sur l'éthique de la recherche. Est-ce qu'on devrait faire et comment bien faire la recherche sur les êtres humains? Avec quelles contraintes? Ça, c'est vraiment les origines de la bioéthique. Fast forward, années 2000, on est dans des technologies génétiques, le développement de l'IA. La bioéthique, c'est vraiment l'éthique de la bios. Donc, la biosphère, l'environnement, l'être humain, toutes ces relations dynamiques et une vision large de la santé. Donc, en tant que bioéthicien, on réfléchit à ces questions. Et là, vous me dites, en gros, vous êtes des philosophes. Ben non, pas complètement. Parce que oui, la bioéthique a ses origines dans la philosophie et encore, surtout à l'États-Unis, très ancrée dans des départements de philo, mais il y a des gens qui viennent de partout. Gab et Antoine ne sont pas des philosophes de formation. Ils sont des gens qui viennent des sciences appliquées, des sciences fondamentales, et dans chacun, ils apportent une façon de regarder un problème, de nommer et d'identifier des solutions. Ça, c'est la bioéthique. C'est une éthique appliquée où on va nommer les valeurs, les principes en jeu, on va essayer de comprendre et analyser les problèmes qui nous confrontent et on va essayer de trouver des solutions. On est dans le pragmatique, nommer, évaluer, trouver un moyen de gestion. Ça, c'est la bioéthique. Et on se place à différentes places tout au long dans nos recherches, dans les outils qu'on va développer. Et donc là, tu dis, mais OK, c'est quoi le lien avec IA? Bien, le lien avec IA, d'un point de vue totalement transparent, c'est une opportunité pour du financement. Regarde, tout le monde parle de IA, donc voilà, les chercheurs, on va courir après l'argent. Pour être cynique, non. La réalité, c'est quelle opportunité pour réfléchir à des enjeux de société. Est-ce que l'algorithme est biaisé?
Ben, ça dépend qui a conçu l'algorithme. Est-ce que c'est un homme blanc qui ne pense pas à le vécu des femmes ou des personnes de minorité ethnique ou de l'implantation dans un contexte social parce qu'il pense en tant qu'ingénieur et pas en tant que sociologue? C'est des questions quotidiennes dans le monde de l'IA et c'est une des raisons qu'on parle de plus en plus d'éthique et IA. Il y a aussi tout le volet acceptabilité sociale. Si on investit dans toute cette technologie, mais les gens sont baraqués parce qu'ils ont peur des robots tueurs, de perdre de leurs données privées, d'être manipulés par les algorithmes Facebook, etc. Ben, là, l'algorithme peut être génial, mais il ne va pas marcher parce que les gens ne vont pas accepter. C'est des questions éthiques, c'est des questions sociales, c'est des questions de gestion. C'est des questions complexes et donc ça exige une analyse d'une situation complexe, mais qui nous amène au-delà de juste, ben, c'est des bonnes idées, le quoi faire avec. Donc, le rôle d'un bioéthicien dans un contexte de éthique et IA en particulier, c'est à la fois de bien analyser les problèmes, de trouver des solutions et trouver des moyens de traduire les solutions, de expliquer qu'est-ce qu'on pourrait faire et d'accompagner les gens qui sont responsables pour gérer ces défis. Parce que c'est très rare qu'un bioéthicien ait un pouvoir décisionnel. On est capable de dire, fais ça. On est très souvent, quasiment toujours, dans un rôle d'accompagnement. On aide la prise de décision le plus informée possible. On fournit des outils, on fait l'éducation, on fait le transfert de connaissances. Et c'est d'autres qui sont dans des positions de pouvoir qui prennent des décisions. Pour moi, ça, c'est la bioéthique. C'est pourquoi la bioéthique est pertinente dans un contexte IA, parce que ça soulève beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de puissance, il y a un pouvoir incroyable, il y a des risques. On a besoin de gérer ça. Sinon, on ne peut jamais profiter ou bénéficier de ces innovations. Fantastique. J'aurais une question follow-up déjà. Peut-être qu'on pourrait clarifier un sujet. Pourquoi un bioéthicien et pas seulement un éthicien? On entend souvent parler des éthiciens et de l'éthique en général. La bioéthique, généralement, quand le terme sort, on va demander, mais c'est quoi la distinction entre l'éthique et la bioéthique? Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un bioéthicien est mieux informé ou informé différemment ou complémentairement à un éthicien classique? Comme quelle distinction on peut faire? Souvent, quand on parle d'éthicien, on parle de philosophe. Les philosophes, les éthiciens classiques ou philomorales sont intéressés par les concepts. Super important, on veut, c'est quoi une intelligence? C'est quoi une intelligence artificielle? C'est des questions fondamentalement philosophiques. C'est quoi un biais? Comment est-ce qu'on peut articuler ça? Il y a un travail important conceptuel. Un éthicien appliqué, c'est quelqu'un qui dit, ben, OK, je comprends le concept, maintenant on a besoin d'opérationnaliser. Comment est-ce que j'aide l'ingénieur à réfléchir sur des questions de biais et de modifier son comportement ou de modifier l'algorithme, le produit? Donc, il y a le volet appliqué qui est différent. La bioéthique est un domaine parmi plusieurs des éthiques appliquées. La chose qui nous réunit, c'est un intérêt pour la santé. Et l'autre chose, et c'est une raison de plus en plus de bioéthiciens parmi d'autres. Donc, il y a des gens avec des expertises en éthique d'affaires, éthique et technologie, éthique environnementale. Ça commence peu à peu. Ces éléments, ça côtoie. La bioéthique, c'est un domaine très bien développé en Amérique du Nord et on a beaucoup d'outils. Donc, on arrive avec éthique et IA. Et moi, je me rappelle au début, quand je suis impliqué, c'est been there, done that. Right? C'est pas tout nouveau. Oui, il y a des éléments particuliers liés à l'intelligence artificielle, mais les problèmes qu'on pose ne sont pas des problèmes complètement neufs. On a vu ça avec nanotech, on a vu ça avec génétique. C'est des questions d'éthique de la recherche, de consentement, de biais cognitifs, de rôle des professionnels, de systèmes complexes. On fait ça en bioéthique depuis les années 70. Donc, on a un domaine qui arrive déjà avec beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances, beaucoup d'outils. Ils ont besoin d'être modifiés, ils ont besoin d'être testés, ils ont besoin d'être adaptés à des nouvelles circonstances. Mais on arrive avec pas mal de ressources. Pour moi, c'est une des raisons que la bioéthique devrait être beaucoup plus présente dans le domaine de l'éthique et IA, parce qu'à date, on voit beaucoup de réflexions à la fois juridiques ou philosophiques, mais il peut profiter de notre expérience en éthique appliquée où on doit travailler avec les gens terrain pour trouver des solutions concrètes. Puis, comment on peut convaincre, par exemple, un programmeur de prendre un bioéthicien dans son étude? Je pense quand on écoute le discours, personne n'est contre ça. Tout le monde est pour la vertu, là, il n'y a pas de souci. Fait que j'écoute le discours, je suis un programmeur, j'ai comme, ouais, je veux bien faire les choses.
Mais maintenant, comment je fais pour comprendre que moi, un bioéthicien, je vais voir un programmeur, je dis, hey, tu devrais me prendre dans ton équipe, comme ça, tu pourras avoir une vision plus globale de ce que tu fais, puis avoir peut-être une meilleure conscience des impacts que tu as. Fait que des fois, c'est là que ça va barrer. Fait que, je ne sais pas comment t'intégrer. Fait que comment un bioéthicien pourrait se vendre un peu plus concrètement à quelqu'un qui est sur le terrain, qui programme, qui est un concepteur? Donc, plusieurs approches. La première, c'est les discussions. Et c'est classique dans notre métier. On forme les étudiants, les professionnels développent cette expertise, les gens qui travaillent à temps plein comme éthiciens appliqués dans le réseau de la santé, dans la fonction publique, dans des compagnies, d'avoir des discussions en premier lieu, d'aider les gens qui disent « je sais que j'ai un problème, mais je ne sais même pas comment articuler ». Donc, c'est via un dialogue qu'on aide la personne à nommer le problème, premier lieu. Deuxième, c'est de mobiliser des pistes de solutions, de dire voici comment on peut analyser le problème pour voir son pertinence, les lieux de responsabilité, les lieux d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'ingénieur? Qu'est-ce que j'ai vraiment le pouvoir à faire? Et de faire référence à des outils qui existent. Est-ce qu'il y a des lignes directrices? Est-ce qu'il y a des guides? Et quand il n'y en a pas, de mobiliser les ressources que nous, on a déjà développées. On est familier avec des outils ou des cadres analytiques qui aident la prise de décision concrète, des procédures pour mobiliser une délibération juste sur une situation complexe et de rédiger un explicatif que les gens peuvent comprendre. Et aussi de faire la transfert de connaissances. Donc, tu peux commencer avec un dialogue, tu peux également faire la formation. C'est ce qu'on fait. Donc, dans le chat, j'ai mis 2 hyperliens. Un, c'est à mon labo et l'autre, c'est à la Revue canadienne de bioéthique. Ça, c'est des exemples d'objets que j'ai créés en tant que professeur parce que je suis passionné par la transfert de connaissances. Et je crois que c'est une des forces de notre domaine de la bioéthique. Et une des raisons, c'est aussi pertinent pour éthiquer IA, c'est qu'on a des objets innovateurs. Donc, mon site web de labo, le labo, c'est ici. Et dans les personnes comme Gab et Antoine qui articulent, qui développent des projets. Mon job en tant que directeur de labo, sachant que le labo ici, c'est de soutenir les idées, les initiatives le plus flyées et de les expérimenter. Ça, c'est assez innovateur pour notre domaine parce qu'on n'est pas un domaine par définition expérimental. Antoine vient d'un domaine, Gab aussi, où l'expérience concrète va être testée, validée avec d'autres données scientifiques. Dans les domaines sciences humaines, on est moins à l'aise avec ça. Ce que moi, j'ai proposé depuis des années, c'est des opportunités pour être à la fois créatif et de proposer quelque chose qui peut complètement être un flop ou qui peut être une réussite. Donc, le deuxième lien, c'est à mon revue, la Revue canadienne de bioéthique, que je suis éditeur en chef. J'ai aidé une équipe d'étudiants en 2012 de monter cette revue autour d'une table, littéralement autour d'une table. On dit, il y en a un manque dans notre domaine, on a besoin d'une revue en accès libre. On rappelle, on est en 2012. On monte un site en accès libre, sans papier, complètement bilingue et adapté à la communauté scientifique canadienne. Donc, c'était une expérience live. 10 ans plus tard, on l'a démontré, on a validé cette expérience, dans le sens que le revue est stable, il y a une source de financement, on a une croissance en continu de soumission, etc. C'est un exemple de comment on peut prendre une idée complètement flyée, on va bricoler un site web et on va lancer une revue et on va stabiliser et rendre pérenne. Ce que j'aimerais faire dans ce labo, c'est de continuer à rassembler les gens avec des idées créatives comme Gab, comme Antoine, comme plein d'autres pour innover, de faire la consultation, d'aider dans des projets, de travailler avec les musées, de lancer des initiatives créatives. Gab est en train d'organiser des activités totalement flyées. C'est génial. La semaine passée, j'étais en train de délibérer avec un genre d'affaires pour parler de l'éthique et science-fiction. C'était génial. Parce que le but, c'est de sortir les sentiers battus et de faire des choses innovatrices. Ça, c'est les projets que j'adore soutenir. Est-ce qu'un bioéthicien doit être un communicateur avant tout? Ce n'est pas une obligation, mais c'est quasiment une compétence requise en règle générale. Parce que presque toujours, on est en train de communiquer à différents lieux. En tant que professeur, il y a des bioéthiciens qui font la recherche fondamentale. Ils réfléchissent, ils développent des outils. Moi, je suis un gars qui est à l'aise dans les médias. Donc, je travaille beaucoup avec les médias, avec les professionnels pour faire la transfert de connaissances. Ce n'est pas tout le monde qui aime faire ça en tout le temps. C'est une de mes forces.
j'admets. C'est une de mes passions, je l'adore faire ça. Mais en règle générale, on est des éducateurs. On travaille avec des divers milieux et on doit traduire qu'est-ce qu'on pense et souvent, presque toujours dans des contextes multidisciplinaires. Donc, on devient expert dans la traduction de multitudes de langues parce que chacun vient de partout. Notre force, c'est notre métier est totalement multi- et interdisciplinaire. Donc, on apprend à gérer différentes langues disciplinaires et de trouver des points de convergence. C'est une des choses qui est essentielle. À mon avis, pour être un bon bioéthicien, on a également d'être un bon communicateur. Fantastique. J'aimerais qu'on parle un peu plus de la bioethics, mais avant, j'ai une question que j'ai toujours rêvé de poser. J'ai jamais eu la bonne occasion, puis là, je pense que j'ai le bon interlocuteur pour le fait. Si je me rappelle bien de mon cours de BIS 1600 comme il faut, un des points tournants qui a donné naissance à la bioéthique, c'était les tests médicaux qu'il y avait eu pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis après ça, qui a donné lieu à la déclaration d'Helsinki, right? Je me demandais, si ça a été un point tournant pour créer la bioéthique, je me demandais d'un côté numérique et IA, est-ce que ça prendrait une catastrophe dans le monde numérique pour qu'on encadre ce monde-là à peu près aussi bien qu'on encadre le monde physique? Est-ce que ça va prendre une catastrophe pour qu'on le prenne un peu plus au sérieux, peut-être autant qu'on le prend le médical au sérieux ou le droit? Je pense pas. Je pense qu'on est dans un contexte particulier. Ce n'est pas le catastrophe qui est l'ingénieur de ces réflexions, c'est l'innovation numérique et industrielle. Mais des fois, c'est la bougie d'allumage qui fait en sorte que les gens sont moins complaisants. Comme par exemple, on peut savoir que c'est ce qu'on avait fait comme test médical était mal, mais tant que tout le monde n'a pas regardé et n'a pas focusé, le Deuxième Guerre mondiale et des scandales dans les années 70 étaient des moments déclencheurs pour des grands changements. Dans le contexte de éthique et IA et numérique, je pense que c'est d'autres choses. C'est Facebook, Google, c'est le ramassage des données massives, l'invasion dans la vie privée, ces sortes de scandales peut-être, mais ils n'ont pas le même impact. Je pense que le grand motivateur, c'est l'argent. Il y a un fric monstrueux qui était lancé juste à Montréal en IA. Et les grands financeurs provincial, fédéral, ils ont rendu compte rapidement que si on n'investit pas dans un questionnement social, éthique, on n'aura pas l'acceptabilité sociale et tout ça peut tomber à l'eau. Donc, il y a une reconnaissance de la besoin de le faire. Et au Québec, on a une trajectoire. Éthique et génétique, monter en flèche avec l'investissement, puis ça retombe, OK? On est habitué. 20 ans, 30 ans de recherche en éthique et génétique, beaucoup de fric, un peu pour l'éthique. Yeah, wouhou, il y a de l'argent. Ce qui est rare pour les sciences humaines. Donc, on est ravis. Nanotech, c'est un blip comme ça. Ça n'a pas duré même pas 10 ans. Ça coule lentement, mais il n'y a pas grand. Éthique et IA, c'est comme ça. Donc, le IA avance rapidement, il y a beaucoup d'argent, et donc on voit la création de l'OBVIA, un observatoire qui réfléchit à l'impact social, légal, éthique, politique de les innovations en IA et numérique. Pourquoi? Parce que c'est important. C'est tellement important pour notre société que des pays à travers le monde sont en train d'organiser des débats, des observatoires, des travaux réflexifs, délibératifs avec des buts concrets. Aider les industries, les gouvernements à prendre des décisions plus éclairées qui vont être plus acceptables parce qu'on a véritablement fait les consultations, les réflexions, les analyses nécessaires. Super. On pourrait penser à Antoine bientôt, mais avant, on pourrait peut-être parler un peu plus directement de la bioethics, des exemples de projets que ça supporte ou que ça pourrait supporter, puis peut-être des exemples de collaboration inusitées qu'il pourrait avoir bioéthiciens et d'autres domaines. Qu'est-ce qu'on aurait dans la bioethics plus concrètement? Donc, on a déjà parlé de les projets de Gab, il y en a plusieurs. Il y a des bandes dessinées, des textes humoristes complètement farfelus. Donc, ça, c'est génial. C'est une façon de réfléchir à un problème éthique, mais de façon créative, en mobilisant d'autres plateformes. Au lieu d'un texte scientifique, un texte d'humour. On fait de la consultation. Donc, on a des gens qui appellent et disent, Brune, je passe dans un musée et on a besoin de mobiliser une politique de gestion des données. Aidez-nous. Donc, on réfléchit à ces questions. La formation sur les CA, les comités de gouvernance, c'est des contrats
qu'on aide des gens à résoudre des problèmes concrets. J'ai mentionné la revue, c'est quelque chose qui prédate l'observatoire, le labo, mais dans cette même philosophie. N'importe quel projet qui est innovateur, qui essaie de pousser les limites, d'expérimenter. Ce n'est pas un labo qui dit « OK, regarde, on va tout rédiger des textes scientifiques ensemble ». Non, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut mettre différents points de vue en place pour innover, pour réfléchir. Organiser des cafés bioéthiques, donc des cafés scientifiques avec des experts. C'est un modèle plus classique, mais on peut expérimenter. On peut tester différentes façons de communiquer avec des gens. Donc, c'est une plateforme qui vise un soutien, surtout à des étudiants et des étudiantes avec des idées innovatrices qui sont prêts à pousser les limites. Peut-être que ça ne va pas marcher. Un exemple très concret qu'on a fait au début de la pandémie, moi et un autre collègue, on a vu le besoin des bioéthiciens professionnels dans le réseau de la santé. Qu'est-ce qu'on a fait? Pendant une période de 6 mois, on a organisé des rencontres hebdomadaires pour donner une plateforme aux professionnels qui avaient besoin de ventiler, de partager, de trouver des outils pour résoudre leurs problèmes. On a organisé pendant 6 mois. Ça a ralenti et maintenant, on va peut-être organiser des cafés bioéthiques 1 ou 2 fois par trimestre sur ces sujets. Pendant une période de temps, on a répondu à un besoin. Quand le besoin change, on fait d'autres choses. Donc, on n'est pas nécessairement dans une logique statique comme la revue qui est dit c'est expérimental, puis ça devient stable. Certaines choses vont être expérimentales, ça va répondre à un besoin pendant une période de temps, puis le besoin va disparaître, on va faire d'autres choses. Ça, c'est partie de cette philosophie créative qu'on voit dans des startups. C'est teste une idée, si ça ne marche pas, on teste une autre idée. No harm, no foul. Il n'y a pas de problème. Tout ce qui est important, c'est cette logique de créativité parce qu'on est toujours en train de faire des choses qui sont fun, qui sont innovateurs, qui sont interdisciplinaires. Parlant d'innovation, on pourrait passer à Antoine qui pourrait nous présenter justement son projet puis son implication à la bioethics et dans la bioéthique et comment il mobilise les caractères de bioéthique dans la donnée et son projet. Voilà. Est-ce que toute la présentation, vous la voyez? Tout est beau, juste pour être sûr que je n'ai pas fait d'erreur. Parfait. Ça, essentiellement, je vais essayer de vous montrer comme un exemple concret là, de comment on peut justement essayer de faire la bioéthique, mais appliquer sur le terrain avec un exemple tout à fait tangible. Puis en même temps, bon, c'est pour moi la première fois que je vais essayer de synthétiser un peu tous mes résultats de thèse avec un petit modèle, un petit cadre là, qui fait un petit clin d'œil, justement, probablement beaucoup de personnes ici là, qui sont en sciences des données. Là, probablement vous êtes beaucoup d'entre vous familiers avec les principes FAIR. Donc, pour les besoins de la présentation, j'ai essayé de synthétiser là, le gros des idées là, autour de ce principe-là en proposant l'acronyme de Fairness Ethics. Donc, vous allez voir, donc, pour nous aider dans la présentation, là, on va passer à travers chacune des lettres. Donc, essentiellement, le travail, si on veut, ou comme Brent parlait un peu de consultants, là, donc des personnes en bioéthique qui viennent accompagner donc, des équipes de recherche, peut-être même des politiques publiques. Donc, c'est un peu, dans mon cas, l'opération d'une politique publique par une équipe de recherche. Donc, l'idée, c'est comme j'ai présenté là, ici là, dans le titre, c'est quasiment même de rendre l'éthique vivante, d'essayer de la rendre organique à l'intérieur du projet, de l'intégrer dès le départ du projet. Donc, on n'arrive pas avec nos grands chevaux en disant « qu'est-ce que l'éthique ?» Donc, on a avec nous autres un coffre à outils. On n'est pas, donc, moi, je suis biologiste de formation, je ne suis pas philosophe, je n'ai pas l'ensemble peut-être du bagage des grandes théories. Par contre, j'ai lu, j'ai plusieurs outils avec moi. Des fois, il y a des choses que je sais qui sont applicables, qui sont moins applicables. Je peux aller chercher les ressources. Donc, on a un réseau de contacts. Donc, c'est ça l'idée un peu du travail du bioéthicien, c'est de joindre une équipe. Donc, Gab, tu parlais là, de comment vendre l'utilité d'un bioéthicien. Au départ, ce n'est pas toujours facile. Mais quand on joint l'équipe, souvent, c'est ça, ça élargit énormément les ressources qui peuvent être mobilisées autour du projet, puis surtout de venir tester une idée qu'on pensait peut-être impraticable a priori. Donc, l'étude de cas que je vais vous mentionner, là, c'est le désir initial. Donc, le mandat, c'est de créer un dispositif de biosurveillance. Mais la vision qui était très ambitieuse, puis qui l'est encore aujourd'hui, c'est de le faire, mais autour d'une gouvernance collaborative. Donc, moi, j'ai pas mes études en sciences politiques, j'ai pas mes études en philosophie, mais l'idée ici, c'était d'essayer de trouver une manière d'entourer l'équipe,
puis de questionner ce processus-là, donc avec un esprit critique tout le long, pour nous rendre capables d'opérer cette gouvernance collaborative-là et pas en rester juste avec le mot qu'on fait une gouvernance collaborative, mais en pratique, ce ne l'est pas. Donc, tout le processus a été d'encadrer, pas d'encadrer, mais d'accompagner. Et donc, en lançant une première feuille de route que je vais vous présenter, puis graduellement, pas vite, donc Brent parlait moi puis Gab, on venait des domaines expérimentaux, donc vous allez être familier avec un peu cette démarche-là. On met une première hypothèse, une feuille de route, qu'en théorie, ça devrait fonctionner. Après, on le confronte avec la pratique. Hein, de la théorie à la pratique, c'est souvent une grosse différence. Puis, on vient amender tranquillement, pas vite, notre hypothèse jusqu'à temps qu'on en arrive là, à une feuille de route un petit peu plus claire. Puis là, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, essentiellement, pour parler un petit peu plus du cas, pour donner vraiment un exemple concret là, de situation là, qui peut être éthiquement difficile, puis qui demande justement un accompagnement, c'est donc ici, là, une politique nationale, une politique gouvernementale de prévention en santé qui visait dans un de ses énoncés à développer un dispositif de biosurveillance de l'utilisation des antibiotiques au Québec. Donc, la résistance aux antibiotiques est un problème mondial de santé, là, du fait que dès qu'on utilise des antibiotiques, on impulse une certaine résistance bactérienne. Donc, il faut la suivre dans le temps, il faut prendre des dispositions, puis l'humanité, on est encore un petit peu en arrière là-dedans. Donc, développer ce type de système-là, c'est prioritaire. Mais au moment qu'on met en œuvre ce dispositif-là, vous allez voir rapidement que c'est très complexe parce que les personnes avec qui on veut suivre les données, donc les utilisateurs d'antibiotiques, c'est aussi les personnes qui vont recevoir tous les impacts de, par exemple, une réglementation ou n'importe quelle disposition de biogouvernance autour. Donc, on veut réduire les antibiotiques, par exemple, les éleveurs, les vétérinaires, ils doivent diminuer leur utilisation d'antibiotiques, mais en même temps, ils doivent continuer à nous fournir des données, donc changer leurs pratiques tout en collaborant au processus. Donc, c'est l'idée qui est arrivée autour de ce projet-là. Donc, si on a à mettre en œuvre ce dispositif-là, forcément, au bout de la ligne, il va falloir que ça soit développé autour d'une gouvernance collaborative. Après, tout le défi est de comment on met ça en œuvre. Et donc, là, c'est ça que je vous présente, le fruit un peu de la réflexion collaborative qui en est arrivé là, avec cette feuille de route-là pour en arriver à cette gouvernance collaborative-là. Donc, un des constats qui émergent du terrain, peut être assez bien résumé là, avec les principes FAIR qui sont assez communs là, en sciences des données. Donc, l'idée derrière cette philosophie-là qui est apparue là, en 2016, c'est que si on veut favoriser ou dynamiser les écosystèmes de données, les systèmes de partage de données, de retour en information, ben, il faut clarifier les règles du jeu. Il faut clarifier comment ça s'opère sur le terrain. Et ça, ben, ça se réalise d'abord en décrivant les données qui s'y trouvent, donc la découvrabilité, là, le F, mais pas juste les données en tant que telles. Donc, souvent, on appelle ça les métadonnées, mais aussi les initiatives existantes. Il y a beaucoup de banques de données, de bases de données qui sont un peu latentes, dans le sens qu'ils sont dans des instituts, des centres de recherche, des laboratoires, mais aussi dans les gouvernements, puis on ne sait pas forcément qu'elles existent. Donc, il faut promouvoir l'existence de ces bases de données-là. Au moment qu'on connaît la base de données, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est accessible. Donc, pensons à plusieurs éléments de technique, juridique, éthique, le consentement, par exemple, les conditions d'utilisation des données, etc. Donc, ces règles du jeu-là doivent être clarifiées très rapidement, sinon, ils peuvent être découvrables, mais non accessibles. Puis après ça, on n'a pas fini. Donc, même si les données sont accessibles, souvent, les systèmes informatiques, les politiques interinstitutionnelles peuvent poser des obstacles sur le partage de données. Donc, quand on développe un dispositif de surveillance, par exemple, ça, c'est tous des points qu'il faut penser. Donc, la découvrabilité des données par la suite, si on veut être collaboratif dans le système, l'accessibilité des données, l'interopérabilité, puis enfin, aussi, quand on part avec notre dispositif, on pense à une utilisation première probablement des données, mais rapidement, la société évolue, les besoins évoluent. Par exemple, si on parle des antibiotiques, le changement des pratiques d'utilisation des antibiotiques vont évoluer dans le temps. Donc, probablement qu'il va falloir développer d'autres méthodes où on va avoir d'autres besoins qui vont conduire à la réutilisation des données par la suite. Donc, c'est tous des éléments techniques à prime abord qu'on doit penser. Le grand défi, c'est, bon, ben maintenant, comment qu'on l'opère, ce genre de système-là. Et c'est là où une gouvernance collaborative devient vraiment, vraiment optimale pour réfléchir à comment on vient opérer ce type de principes-là qui sont techniques. Donc, là, je glisse vers
l'autre partie de la feuille de route que je vous mentionnais, donc le éthique, donc 6 étapes qui sont tous à mettre en branle en même temps, mais dont leur mise en opération ou leur matérialisation arrive à des moments différents. Parce que donc, plus qu'on va s'éloigner vers le S, vous allez voir, plus que c'est des gros processus qui sont à mettre en œuvre. Donc, l'idée ici, c'est d'essayer de prendre un recul critique, de prendre un petit peu de profondeur dans l'opération de notre FAIR pour s'assurer que notre fairness, donc notre équitabilité collective, soit dans un processus qui est éthique. Donc, d'abord, la première chose qui a été faite avec l'étude de cas, c'est que la communauté, ou du moins le milieu de la santé animale, s'approprie aussi le projet. Donc, comme je disais au départ, c'est très complexe. Donc, on veut que tout le monde appuie le projet puis vienne y mettre son effort. Donc, une idée d'empowerment. Ça s'est fait d'abord en 2019 avec une grande concertation avec l'ensemble des acteurs, 60 joueurs. Puis, donc, mais cette appropriation-là ne doit pas être fixe dans le temps. On doit poursuivre ce type de concertation-là dans le temps. Donc, il y en a une autre en 2020, sans autres acteurs. Puis là, par la suite, dans les prochaines années, ce type d'initiative-là va se poursuivre. L'idée ici, c'était d'établir une vision que tout le monde autour de la table pouvait s'entendre. Donc, le pourquoi ce dispositif-là, est-ce qu'on s'entend tous là-dessus? Et deuxièmement, quelles sont les grandes lignes là, du modèle du dispositif pour que tout le monde s'entende? Mais au moment où tout le monde s'entend sur ces grandes lignes-là, ces grandes règles du jeu-là, comme on dit, le diable est dans les détails. Donc, il faut poursuivre l'analyse, la réflexion sur comment ces modèles-là, puis cette vision-là viennent à s'opérer ou à se détailler et à évoluer dans le temps. Donc, d'où un principe de traçabilité. Donc, ça s'est réalisé dans l'étude de cas là, par plusieurs consultations puis études plus approfondies en participation avec les différents milieux du secteur vétérinaire pour venir, donc, par un processus, on va dire, de co-construction, donc de développer certaines idées plus expertes, venir le tester auprès des parties prenantes. Est-ce que ça peut vraiment s'appliquer sur le terrain? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est acceptable? Et de tranquillement faire évoluer le discours, là, donc la vision et du modèle avec l'ensemble des parties prenantes. Donc ça se poursuit jusqu'à la mise en œuvre, évidemment, du dispositif, puis potentiellement après par la suite. Mais tout ça, l'idée, c'est de faire émerger un certain habitat, un certain milieu dans lequel la confiance entre chacune des parties peut venir à s'établir. Il peut y avoir du leadership, non seulement par les porteurs du projet, mais là, on parle de dispositifs pour demander plein de petites innovations technologiques là, à gauche et à droite. Donc, on a besoin de plusieurs leaderships, de plusieurs initiatives d'engagement des parties prenantes. Donc, un habitat de confiance doit être créé. Puis cet habitat-là ne doit pas être immatériel. Plus qu'on le représente pratiquement, plus que ça facilite notamment la confiance puis la tangibilité de la chose. Donc, graduellement, là, probablement des idées là, de hub ou d'autres types, donc incubateurs de technologie ou d'innovation qui peuvent être des bonnes solutions, des bonnes idées pour venir représenter cet habitat-là. Et là, plus qu'on avance, plus qu'on arrive dans les choses qui deviennent de plus en plus immatérielles, mais ne sont pas moins importantes. Donc, avec un habitat comme ça, une des choses que ça nous permet, c'est de matérialiser ou d'expliquer, de transmettre, de traduire les connaissances sur comment ce processus-là est mis en œuvre. C'est quoi la démarche qui est en cours? C'est quoi sa méthodologie? Et comment chacun des acteurs qui ont un rôle à jouer, qui ont une parole à porter, peuvent s'approprier ces mécanismes-là pour venir autour de la table avec tout le monde. Donc, on passe d'individus à des institutions, donc comme vous voyez l'image ici, là, pour réussir à réunir tout le monde autour de la table, mais à plus large échelle. Donc, l'intelligibilité de ces processus-là méthodologiques qui sont souvent très abstraits et très techniques. Là, graduellement, une des choses qui est vraiment importante à penser, même dès le début, mais qui prend souvent du temps à s'implanter à cause il y a beaucoup d'éléments politiques autour de ça, beaucoup d'éléments économiques, mais c'est de venir matérialiser l'imputabilité de ce développement-là qui est en œuvre, donc un organe de gouvernance, par exemple, un régime peut-être collaboratif plus explicite, un cadre de gouvernance que tout le monde peut consulter, peut comprendre. Donc, d'où ici le style, là, donc on veut venir matérialiser, il faut venir matérialiser à terme ce collectif-là, cette communauté-là, mais de manière à faire émerger là, des règles de jeu claires pour une coopération, là, donc une opération conjointe de l'ensemble des parties, donc sous ce projet-là qui leur est commun. Et je finis ici, là, donc le dernier point, et non le moindre, là, une certaine pensée systémique. Souvent, on oublie on prend beaucoup d'éléments abstraits, on construit des grosses institutions, on oublie qu'à la base, l'élément initial, c'est d'essayer
de permettre à la communauté de s'approprier le projet, d'être acteur de changement là-dedans. Donc, par rapport à ça, un des projets qui est lancé là, pour 2021 jusqu'à 2023 là, dans cette étude de cas-là, c'est de construire une entente de principe avec l'ensemble des parties prenantes pour définir certaines de ces règles du jeu-là, leur permettre de littéralement clarifier, s'asseoir autour de la table pour initier ce processus. Donc, essentiellement, diapo de fin là, pour venir faire un wrap-up sur l'ensemble de la figure que je vous ai montré graduellement. Donc, c'est l'idée d'une fairness éthique. Donc, essentiellement, dans le point que Bryn nous présentait là, avec de consultanat puis d'application tangible de la bioéthique, ben, ça pourrait être un exemple concret, donc de venir suivre un projet, de mettre des mots parfois à des éléments, à des situations problématiques qui ont des grands bagages là, en philosophie, en éthique, donc des concepts, des théories. Donc, de mettre des mots là-dessus et donc d'aider aussi à parfois organiser une feuille de route, étape à étape. Des fois, ce n'est pas tangible. Donc, les étapes pour essayer de développer une gouvernance collaborative, essayer de faire des essais, de donner les étapes, de les tester, de les amender, puis de le faire graduellement pas vite avec les gens sur le terrain. Donc, voilà. Si je peux, une des choses qui est tellement innovateur avec ce projet, c'est le fait qu'on passe du conceptuel à l'appliquer avec un modèle interactif et dynamique de consultation et avec une visée d'opérationnalisation. Le but ici, c'est littéralement de fournir un système de gouvernance pour aider les différents parties prenantes à bien travailler ensemble. Donc, on est hyper dans le concret. On n'est pas juste dans l'abstrait, mais l'abstrait est utile pour comprendre quelque chose d'extrêmement complexe. Mais on a besoin de rendre ça opérationnel, sinon, on perd du temps. Donc, ce projet, c'est une démonstration de la pertinence d'aller du macro à méso à micro, en retour, consultation, testing, validation. Est-ce que ça marche? On écoute les gens, puis on continue, on retravaille. Wow! Fait que si on comprend bien, un bioéthicien, c'est un communicateur, c'est un médiateur, c'est un gestionnaire de projet. Quand on parle de multidisciplinarité, c'est pas juste au sein des équipes de travail, c'est le bioéthicien lui-même qui doit être un super-héros et représenter plusieurs chapeaux pour pouvoir finalement avoir une belle cohésion de travail. Je pourrais continuer longtemps à poser des questions. Vous me connaissez, le sujet me passionne, puis j'ai de la facilité justement à faire discuter, mais j'ai envie d'aller sonder auprès de notre audience. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir autant sur la bioéthique, sur la présentation de professeur Williams-Jones ou sur la présentation d'Antoine? Réagir, poser des questions, ouvrir la discussion. On n'est pas beaucoup, ça peut donner l'occasion des dialogues intéressants. Donc, s'il vous plaît, allez-y, Jérémy. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? En fait, merci beaucoup pour la présentation à vous deux. Le début de la discussion m'a fait réfléchir un peu avec un parallèle de comment c'est difficile au niveau des entreprises, par exemple en environnement. Comment est-ce qu'on peut les motiver à agir envers l'environnement? Le besoin d'avoir un incitatif financier est très important au niveau des entreprises. Puis j'essayais, quand Bryn a parlé de comment intégrer l'éthique augmente l'acceptabilité d'un produit. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment ça, la pédale d'accélération pour faire intégrer ça dans les entreprises? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Je trouvais que c'était un parallèle intéressant. Comment, au final, faciliter l'intégration de l'éthique dans les compagnies et ces sujets-là? Des fois, c'est la question que Gab m'a posée au début, c'est est-ce qu'on doit attendre le scandale? Souvent dans l'entreprise, c'est exactement ça le motivateur. C'est pas nécessairement ça va nous aider à gagner plus d'argent, mais des fois, et c'est toute une littérature en éthique des affaires, corporate social responsibility, on parle beaucoup de ça. Des fois, c'est aussi regarde, il y a un scandale, il y a une fuite, il y a des conflits d'intérêts, il y a des journalistes d'enquête qui débarquent, ça va vraiment mal. Donc, pour changer de réputation, pour se démarquer contre la compétition, pour dire on est éthique, on est clean, voilà qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a des façons de le faire. Et les bonnes entreprises qui réussissent sont au fil des dernières tendances dans la société parce qu'ils répondent à des besoins de société. D'une façon commerciale, c'est normal, c'est leur mandat. Donc, d'avoir cette ouverture est souvent un place pour intégrer une question éthique. Mais si on écoute Google, regarde l'histoire de Google. Au début, c'est « do no evil ». Et maintenant, c'est
On s'en fout, on gagne autant d'argent que possible, puis on vire tous les comités éthiques parce que ça ne marche pas. Ça, c'est une démonstration de comment ils sont en train de perdre complètement the moral high ground. Ça ne marche pas. Donc, il y aura des dynamiques complexes et il y aura plusieurs motivateurs. Le job d'un éthicien ou quelqu'un qui est intéressé par ce questionnement, c'est de trouver le levier dans l'instance particulière devant vous. Donc, ce ne sera pas une règle unique, mais c'est plutôt le cas par cas. Mais avec le cas par cas, on est capable de trouver le bon levier. Si je peux me permettre aussi, il y a des arguments économiques à intégrer une démarche éthique dans ton démarrage d'entreprise. Comme j'ai étoffé la question un petit peu à travers le travail que j'ai fait. Puis, généralement, le premier argument que tu peux donner à un entrepreneur, c'est que engager un éthicien 50 000 $ par année pour un projet, pour démarrer ton truc, ça va te coûter beaucoup moins cher que ton scandale à 2,5 millions dans 3 ans parce que tu as fait une mauvaise gestion de données puis ça a donné lieu à des scandales avec des fuites de données ou quoi que ce soit. Fait que déjà, de base, si tu dis ça coûte moins cher en amont qu'une fois que le scandale... rendu là, c'est une game de gambling pour l'entrepreneur qui va faire « Ouais, je vais prendre le risque de ne pas m'engager puis j'aurai peut-être pas de problème. » Il y a ça. Mais il y a aussi qu'actuellement, j'aime pas le dire, mais c'est la réalité, l'éthique est trendy. L'éthique est trendy et quand tu prends la peine de la mettre dans ton plan d'affaires puis que tes créanciers voient ça, que si tu as affaire à des anges de financement ou encore que tu vas voir pour avoir des prêts, quand ils voient que ton plan d'affaires, tu as une façon de mitiger ton éthique puis que tu as une vision comme vraiment temporelle de moi, je veux faire attention à qui j'affecte et à les problèmes que mon entreprise pourrait causer. J'ai une vision en amont de ça et j'ai une prévision et des mécanismes pour prévenir ça. Ça passe bien généralement aussi quand tu veux vendre ton projet. Fait que l'idée, c'est pas juste de le faire non plus parce que tu sais que ça va te rapporter de l'argent ou encore que tu sais que ça va te coûter moins cher si tu n'as pas de scandale, mais c'est aussi d'intégrer dans la culture entrepreneuriale que faire la bonne chose est payante. Et c'est vers ça qu'on devrait thrive en général en tant que société. Il y a un changement aussi au niveau comme entrepreneurial où la première valeur d'une entreprise avant était le profit. Là, c'est qu'est-ce que cette compagnie-là amène à la société? Est-ce que tu amènes, est-ce que ça vaut la peine que ce soit amené? Mais il y a aussi le point que Gab a mentionné de gestion de risque. Ça se vend très bien. Surtout après qu'il y a eu un scandale. La prochaine fois, pense en amont. D'avoir cette réflexion éthique en amont, ça vous permet d'identifier des faux pistes parce que ça force une ouverture à les différents parties prenantes qui devraient être autour de la table pour avoir la discussion vraiment riche qu'on a besoin pour mieux cibler le marché ou de mieux comprendre le contexte social dans lequel cette innovation va s'insérer. Si on a fait cette démarche en avant, c'est aucune garantie qu'on ne va pas avoir de problème, mais on a une très bonne chance de réduire le nombre de problèmes et d'être mieux préparé s'il y en a un, parce qu'on a mis en place des processus dynamiques où on est ouvert à des possibilités que, on n'a pas pensé à cette groupe et ils sont réfractaires. Mais on a un processus en place pour écouter. Et ça aide les ingénieurs, parce que les ingénieurs que je connais, ils détestent on n'a pas pensé à ça. Ça, c'est du mauvais design. Mais tu fais un design qui est évolutif, qui prend en compte toutes ces possibilités et tu essaies de mieux faire. Ça, c'est de gestion de risque. Puis, si je peux rajouter quelque chose, parce que la question est vraiment, en fait, je pense qu'elle est fondamentale. Là, puis aussi, je m'intéresse beaucoup à l'environnement, mais est fondamentale. Puis je pense que notamment, dans le sens que c'est fondamental sur comment on opère l'éthique, notamment. Puis souvent, on a tendance, je pense, à opposer l'éthique par exemple, au droit, mais aussi à l'économie, etc., notamment en environnement avec pollueur-payeur. Ça, c'est un mécanisme d'opération. C'est une certaine éthique en arrière. Donc, puis je pense que c'est là où il y a peut-être des fois un élément à travailler, dans le sens que ce n'est pas des mécanismes qui s'opposent. C'est une diversité de mécanismes qui doivent être mis en œuvre en même temps. Puis peut-être que ça peut être plus facile, puis je pense que c'est une des choses pourquoi on dit de placer l'éthique en amont, puis l'éthique peut être un moteur, c'est que souvent une plateforme de réflexion, de discussion, de collaboration entre différents acteurs pour venir coordonner en amont ces différents mécanismes-là qui peuvent jouer sur plusieurs fronts. Donc, si on oppose le droit à l'éthique, souvent ça réduit un petit peu ce pouvoir-là qui, peu importe comment on le nomme, doit se placer au départ où on vient, l'ensemble des joueurs ensemble, réfléchir à comment on veut créer notre meilleure société. Par la suite, on
on vient à regarder tous les mécanismes qu'on peut mobiliser autour de la table, notamment économie, juridique, etc., etc., puis on les mobilise. Mais si on les mobilise, cette diversité-là de mécanismes, sans avoir une idée cohérente de vers où on veut s'en aller, ben c'est ça. Là. Il risque d'avoir probablement plusieurs mécanismes qui viennent s'opposer, puis pas aller dans la bonne direction dans laquelle, ensemble, on essaie de se diriger à un endroit là, cohérent. J'ai peut-être une autre question. Si jamais il y a personne d'autre qui lève la main, sentez-vous très à l'aise de le faire à l'instant si jamais il y en a une. Moi, je demanderais à quel point ça aide d'avoir un domaine secondaire de connaissances pour être un bon bioéthicien. Je pense entre autres, quand on dit qu'on intègre des bioéthiciens sur des projets, comment on s'intègre dans un projet si on n'a pas les compétences techniques pour comprendre les trucs? Je pense, mettons, des bioéthiciens, des étudiants qui veulent s'intégrer dans des projets d'IA, de numérique, mais qui n'ont pas de compétences techniques et qui ne comprennent pas nécessairement la programmation. Comment on fait la traduction entre les deux? Une des forces des bioéthiciens, c'est Jack of all trades, master of none. Donc, on a des touches à tout. Et le fait d'être formé dans un environnement interdisciplinaire, ça nous ouvre à l'expérience de nos collègues. Et de profiter de ça, c'est une première chose. Mais le deuxième, c'est l'humilité. De juste dire, regarde, je ne comprends pas le fonctionnement de ton algorithme. Explique-moi comment ça marche. De demander à l'expert de s'expliquer, c'est une ouverture à un dialogue qui permet le bioéthicien à apprendre, mais également de poser des questions que peut-être l'expert n'a pas pensé. Là, on commence un processus analytique parce qu'on est en dialogue. Donc, ça va avec l'apprentissage et avec des années, on développe une expertise dans un secteur et on se forme comme expert en éthique IA, données massives, quelqu'un qui est vraiment intéressé par des systèmes de gestion comme Antoine, réfléchit sur la gouvernance. Mais ça, c'est différent de quelqu'un qui est surtout intéressé par des questions de vie privée. On va investir notre énergie dans d'autres. Ça va avec les tendances et des intérêts naturels de chacun. Ça se permet de se placer en disant, regarde, ça, c'est pas mon domaine, j'ai un collègue qui a ces compétences. Mais entre-temps, un bioéthicien qui n'a même pas cette expertise en détail devrait être suffisamment généraliste pour poser les bonnes questions et ensuite trouver les ressources. Et de reconnaître qu'on n'est jamais capable de faire ça tout seul. Ça se fait en équipe. Ça confirme ma théorie que le bioéthicien est en fait un gestionnaire de projet in disguise. Ce serait quoi, pour un bioéthicien qui s'intègre dans un projet, ce serait quoi la bonne première question à se poser quand on arrive dans un nouveau projet? On doit donner un coup de main, on doit encadrer le projet. C'est quoi la bonne première question? Moi, je dirais, c'est toujours poser la question à la personne. C'est quoi ton crainte? Qu'est-ce que toi, tu penses est le problème? De ouvrir la discussion comme ça, parce qu'on est dans un rôle de service. On est là pour aider. Mais la décision, ça appartient à la personne qui nous consulte. Donc, dans ce dialogue, qu'est-ce que toi, tu penses est le problème? Si nous, on arrive avec nos gros sabots, on dit, ben, voici le problème, on a déjà bloqué un dialogue. On n'est pas ouvert. C'est cette volet enquête. Si je peux me permettre, moi, dans mon cas, très souvent, on a a priori, surtout quand on vient des milieux scientifiques, l'idée de la neutralité. Mais quand on arrive comme bioéthicien dans un milieu qu'on ne connaît absolument pas, moi, c'est la médecine vétérinaire, rapidement, on a un gros bagage, on a plein de théories, mais rapidement, on réalise que tu es au day-to-day life. Là, dans le cas particulier, il n'y a aucune des théories qu'on connaît qui fonctionne. Puis, la réalité terrain est tellement complexe qu'il faut prendre le temps de la déchiffrer. Puis au final, c'est même plus nous qui la déchiffrent, on laisse des personnes sur le terrain la déchiffrer. Puis on est un certain porteur d'outils, de puzzles. On a une idée de comment que la méthodologie pourrait être mobilisée. On a des trigger points quand on se fait dire, bon, là, ça, c'est le problème. Puis regarde, au niveau local, il y a telle chose, oui, ça a déjà été fait ailleurs. Puis regarde, voici un outil qui nous permettrait de régler le problème. Puis d'être continuellement en train de critiquer. Tu parlais de science-fiction tout à l'heure, mais là, tu es d'une sorte, puis, etc. Donc, prenons l'exemple. Souvent, en science-fiction, il y a toujours une personne qui nous explique les règles du jeu tout au long du livre, puis qui les découvre avec le lecteur. Mais c'est un petit peu ça, le bioéthicien là, sur le terrain. Il découvre le terrain au fur et à mesure qu'il avance, puis ça l'aide à être critique envers c'est quoi qui est en train d'être réalisé. Puis plus qu'il avance, des fois, il se fait questionner ses propres théories. Là. Les gens sur le terrain disent non, tu niaises, ça ne s'applique pas ici, ça n'a pas rapport. Et là, ça te permet de remettre en question c'est quoi que tu sais, mais aussi de continuellement remettre en question ce que les gens avec qui tu travailles savent, parce que tu es toujours le outsider, mais en même temps insider de la chose, parce que tu es amené à comprendre tranquillement
le milieu, mais toujours en étant un peu l'outsider. Tu es toujours un peu l'outsider, tu ne connais pas les 150 milliers de produits pharmaceutiques de la médecine vétérinaire, mais tu commences à comprendre comment que la dynamique fonctionne, tout ça. Fait que tu peux poser des critiques chirurgicales de plus en plus que le problème avance ou la Et situation. pour terminer, on doit être à l'écoute et on profite de notre rôle d'étudiant. Parce qu'on n'est pas l'expert. On est là pour apprendre et on dit « explique-moi ». Dans cet travail d'étudiant, d'étudier la situation, on est en train de poser des questions et d'écouter. Et notre liberté, c'est qu'on est le outsider. Parce qu'on peut poser la question complètement naïve. Oui, c'est bête, tout le monde comprend. Mais explique-moi. Et c'est souvent la question bête qui est le nerf de la guerre. C'est là où on voit le nexus des problèmes. Parce que c'est la question qui est tellement bête que personne ne se pose. C'est une assumption. Tout le monde prend ça pour acquis. Et c'est peut-être là où on a besoin de travailler. Ben, comme d'habitude, d'être à l'écoute, de discuter, de partager et d'être très humble parce qu'on n'est pas l'expert. On n'a pas notre propre expertise analytique, de soutien, des outils. On est capable de le faire. On peut contribuer, mais en collaboration. Comme d'habitude, messieurs, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous entendre parler, puis ça vient raviver ma flamme de bioéthique à chaque fois. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour le Café scientifique Ivado aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas meilleur mot de la fin que ce que vous venez de communiquer, Bryn. J'avais envie de vous poser une dernière question. Je sais qu'il est 13 heures, mais c'est une question débat que je veux que vous preniez maximum 15 secondes chaque à répondre. Puis je sais que ça peut faire controverse, fait que ça me fait plaisir de la poser. Je vous donne 15 secondes chaque. Je commence par Bryn. Après ça, je laisse le mot de la fin à Laura. Est-ce qu'un bon bioéthicien se doit d'être neutre? Go! Non. En 15 secondes, pourquoi? On doit des fois écouter et être neutre parce qu'on n'a pas de décision. Et des fois, on a dit non, je ne suis pas d'accord. Et pour cette raison. Et de l'expliquer et justifier. Si on est neutre dans une situation où c'est problématique, là, on devient complicite à le soutien des problèmes. Antoine? Ouais, ça, je pense que le bioéthicien, comme n'importe qui, ne peut pas être neutre. Mais à l'inverse, peut-être notre devoir comme un peu expert là-dedans, c'est d'expliquer pourquoi on n'est pas neutre dans la situation. Peut-être d'aider à la prise de conscience de l'autre devant soi, comme quoi, ensemble non plus, on n'est pas neutre comme équipe. Puis donc, de l'expliciter, puis de montrer où nous, comme individus, puis comme équipe, on tend. Puis là, si tout le monde est d'accord avec cette direction-là, il y a plus de monde qui viennent se joindre à la chose, puis on s'en va tous dans une direction qu'on n'est pas neutre, mais on s'en va tous dans la même direction au moins. Super. Je vous remercie encore à vous deux. Un grand merci et je laisse la parole à Laura pour conclure. J'aurais pas pu animer mieux que toi. Merci beaucoup, Gabriel, et merci beaucoup à Prof. William Jones et puis Antoine et eux autres qui ont contribué à la discussion. J'ai beaucoup appris personnellement. Je crois que tous les étudiants qui écouteront cette vidéo par la suite apprendront aussi, puis réaliseront l'importance puis la responsabilité surtout que chaque personne a, au moins faire la place à la table dans leur projet de recherche ou d'innovation. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on pourrait terminer là. Peut-être Alexandre voulait dire juste un dernier mot. On a beaucoup de liens dans le chat, donc vous pouvez consulter toutes les informations qu'Alexandre a mis dans le chat. Donc, merci encore, puis à la prochaine. Voilà, un grand merci à tout le monde. Merci à Bryn, merci Antoine, merci Gabriel pour cette belle animation. Puis on se revoit à une prochaine activité Ivado. La prochaine est la foire au stage dans 2 jours. Donc on vous invite à ce moment-là à vous joindre à nous. Donc encore une fois, bravo et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.